Je déteste te dire ça, mais les mini-carottes n'existent pas. Ces mignonnes petites carottes qui sont vendues dans les supermarchés sont en fait des carottes ordinaires qui ont été coupées à cette taille bébé. On pourrait penser que les ours en gélatine parfumés à la fraise devraient être rouges ou roses, non? Eh bien, désolé de te le dire, mais ils sont verts. Le riz brun et le riz blanc sont le même produit. La variété blanche commence comme le riz brun, mais certaines parties sont enlevées par la mouture, ce qui donne au riz sa couleur blanche. Cela permet de le conserver plus longtemps, mais réduit en même temps sa valeur nutritive. En parlant de riz, il a servi à construire la Grande Muraille de Chine. Les constructeurs ont mélangé de la soupe de riz gluant avec de la chaux et ont obtenu du mortier de riz pour la construction. Il était plus solide et présentait une meilleure résistance à l'eau que le mortier de chaux ordinaire. Grâce à la soupe de riz, la Grande Muraille a pu tenir pendant des siècles malgré les conditions climatiques. Tu as trouvé une barre de chocolat oubliée depuis longtemps au fond de ton bureau. Miam, quelle bonne surprise! Mais lorsque tu l'ouvres, tu hésites. Il y a une sorte de pellicule déplaisante dessus. Mais ne t'inquiète pas, tu peux la manger sans danger. C'est simplement que la graisse ou le beurre de cacao, utilisé pour fabriquer le chocolat, s'est séparé du reste de la tablette à cause de la chaleur. En refroidissant, elle a créé cette pellicule blanchâtre. Le goût peut cependant être un peu différent. Il est donc préférable de l'utiliser pour cuisiner. Et tu pourras peut-être mieux te contrôler que moi. Les avocats ne peuvent pas mûrir lorsqu'ils sont encore sur l'arbre. Si on ne les cueille pas, ils tomberont tout simplement de la branche alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Par contre, une fois cueillis, ils deviennent tendres et savoureux comme on les aime. Cela arrive à cause de la production d'éthylène par le fruit lui-même après la cueillette. Ce phénomène est inhibé lorsque l'avocat est encore sur l'arbre. Les tomates vendues en supermarché n'ont souvent pas trop de saveur. Cela est dû à la façon dont elles sont cultivées et stockées par la suite. Les tomates sont récoltées lorsqu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres, et elles mûrissent dans les conteneurs de transport et sur les étalages des magasins. Mais si elles sont stockées à des températures inférieures à 5 degrés, alors qu'elles ne sont pas encore totalement mûres, elles perdent beaucoup de leur saveur. Pour qu'elles restent goûteuses, il est préférable de conserver les tomates en dehors du réfrigérateur. Le miel est probablement le seul aliment qui ne peut littéralement jamais périmer. S'il est correctement fermé sans aucun apport d'air, il peut durer des milliers d'années et être encore comestible. Le plus vieux pot de miel jamais trouvé avait 5500 ans. À côté de la momie de Winnie l'ourson. Non, je plaisante. Alors que le chocolat noir et le chocolat au lait ne soulèvent aucune question, leur cousin blanc n'est pas du tout du chocolat. Il ne contient pas de poudre de cacao. Qui fait du chocolat? Eh bien, du chocolat. La version blanche est faite de beurre de cacao mélangé à du sucre et à un arôme, généralement de la vanille. Les cacahuètes sont plus proches des petits pois que des noix. Ce sont des légumineuses, le type de plante qui comprend les petits pois, les pois chiches et les haricots. Les noix de cajou ne sont pas non plus des noix, ce sont des graines qui sont récoltées sur des fruits assez gros. On peut en dire autant des amandes, des noix de pécan et des pistaches. Lorsque tu achètes des sushis avec de la chair de crabe, tu ne reçois pas de crabe du tout. La substance rouge et blanche est ce qu'on appelle une imitation de crabe. Et c'est en fait une petite pâte faite de poisson. Son autre nom est surimi. À propos, le sushi était à l'origine un moyen de conserver le poisson. Il était stocké dans du riz fermenté, ce qui permettait de garder le poisson frais jusqu'à 1 an. Après cette période, on jetait le riz tandis que le poisson était cuit et mangé. Si tu as les larmes aux yeux lorsque tu coupes des oignons, il existe plusieurs façons d'éviter cela. La première consiste à mettre l'oignon au congélateur avant de le couper. Cela gèlera les molécules de la substance chimique qui te fait pleurer. Une autre méthode consiste à laver l'oignon dans de l'eau fraîche juste avant de le couper. Le froid et l'humidité qui restent sur l'oignon ne permettront pas à la substance chimique qui te fait pleurer d'atteindre tes yeux. Et la troisième méthode consiste à mettre une serviette en papier humide à côté de ta planche à découper. Le composé chimique sera attiré par la source d'eau la plus proche, qui est généralement tes yeux, mais dans ce cas, ce sera la serviette. La grande majorité du wasabi que nous mangeons n'est pas du vrai wasabi. Le vrai est très cher. Alors ce que nous avons est juste un mélange de réfort, de moutarde et de colorant alimentaire vert. Fais attention quand tu manges de l'ananas frais, car il peut littéralement te manger à son tour. Il contient une enzyme qui digère les protéines. Cette sensation de brûlure que tu ressens quand tu as mangé un peu trop d'ananas, voilà, c'est ça. Les macaronis au fromage étaient un plat très chic au XVIIIe siècle aux États-Unis. Les pâtes étaient importées d'Italie, ce qui les rendait très chères, et la fabrication du fromage demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cela n'aidait pas non plus à rendre le produit moins cher. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir un plat de macaroni au fromage, et il était servi dans les restaurants les plus chics comme un mets délicat.
En revanche, les huîtres, les homards et à peu près tous les autres fruits de mer étaient considérés comme de la nourriture de pauvres à l'époque. Les communautés du bord de mer se nourrissaient de ce qu'elles pouvaient attraper dans l'océan, et cela incluait les moules, les crabes et beaucoup d'autres choses que nous considérons comme très raffinées de nos jours. Waouh, je pense que si je mangeais des macaronis au fromage avec du homard en ce moment, ma tête exploserait. Revenons à la nourriture de riches. À l'époque médiévale, le poisson était considéré comme un cadeau digne d'un roi. Les monarques anglais étaient connus pour recevoir d'énormes brochets. Et même avant cela, dans l'Empire romain, le poisson comme le rouget était un mets délicat que les empereurs payaient avec de grandes quantités d'or. La chair du saumon d'élevage est naturellement grise. Les poissons sauvages mangent beaucoup de crevettes, ce qui donne à leur chair cette couleur rose-orange caractéristique. Les poissons d'élevage sont nourris avec un pigment végétal spécial pour obtenir le même effet. L'inventeur de la vaseline, Sir Robert Chesbrough, prétendait en consommer 1 cuillerée par jour. Il a aussi demandé à son infirmière de l'en recouvrir de la tête aux pieds lorsqu'il est tombé gravement malade. Il s'est rapidement rétabli et a vécu jusqu'à 96 ans. Pendant tout ce temps, il a cru fermement aux propriétés miraculeuses de la vaseline. C'était un produit génial. Les oranges ont donné leur nom à la couleur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'orange. Anciennement en anglais, on connaissait cette couleur sous le nom de jaune-rouge. Ce n'est que lorsque le fruit s'est généralisé en Europe que le mot qui signifiait sa couleur a vu le jour. Si tu veux observer de plus près une ruche, assure-toi de ne pas avoir de bananes sur toi. La phéromone qui pousse les abeilles à s'activer pour protéger leur foyer sent la banane. Tu risques donc de devenir leur ennemi numéro 1 si tu t'approches trop près. À une époque, le lait a servi comme matériau pour le plastique. Il était biodégradable et non soluble dans l'eau, et ne brûlait pratiquement pas. Mais il a ensuite été remplacé par du plastique à base de pétrole, car la variété à base de lait ne pouvait pas être moulée et devenait fragile avec le temps. De plus, le plastique à base de pétrole était beaucoup moins cher à produire. Le pound cake, pound signifiant livre en français, ou 4 quarts en français, doit son nom au poids de ses ingrédients. À l'origine, il était fait avec 1 livre de beurre, 1 livre d'œufs, 1 livre de farine et, tu l'auras deviné, 1 livre de sucre. Et voilà, tu as bien tes 4 quarts. Le pain de mie n'est pas tout à fait du vrai pain. L'eau peut bouillir et geler en même temps. Les bananes sont des baies qui poussent dans l'herbe. Ça te paraît incroyable ? Savais-tu que l'eau peut être plus humide qu'elle ne l'est à l'état naturel ? Découvre tout ça dans cette vidéo. Les chewing-gums sont généralement roses parce que les premiers à avoir été commercialisés en 1928 étaient de cette couleur. Le rose était simplement la seule couleur de colorant que le fabricant avait sous la main. Le tout premier chewing-gum, cependant, est probablement apparu il y a environ 9000 ans. À l'époque, les gens mâchaient du goudron de bouleau pour ses propriétés médicinales, par exemple pour combattre la fièvre. En fait, à différentes époques, les gens ont mâché différentes substances. Par exemple, les anciens Mayas fabriquaient des chewing-gums à partir de chiclée, une gomme qui provient du latex blanc du sapotillier. Ils l'utilisaient pour combattre la faim et apaiser la soif. En Amérique du Nord, les gens mâchaient de la résine d'épicéa et les colons européens en ont repris le principe pour en faire un produit commercial dans les années 1840. Tu ne peux nommer un dossier CON sur aucune version de Windows. Et c'est la même chose pour les combinaisons de lettres suivantes, entre autres PRN, AUX et NUL. Cela a à voir avec le système d'exploitation. Il crée lui-même des dossiers pour y stocker des données, et si tu pouvais créer des dossiers homonymes, il ne s'y retrouverait pas. Si tu voulais obtenir toutes les combinaisons possibles d'un jeu de cartes, tu passerais des milliards et des milliards d'années à les mélanger, et tu n'arriverais quand même qu'à 1/3 des possibilités. Réfléchis-y, il y a 52 cartes dans un jeu normal. Et le nombre de combinaisons possibles, sans répétition, est de 8 fois 10 élevé à la puissance 67. Même si tu mélanges les cartes 100 fois par seconde, sans répéter les combinaisons, cela te prendra plusieurs centaines de milliers de milliards de fois l'âge de l'univers. En pliant une simple feuille de papier 103 fois, tu obtiendras une liasse de 93 milliards d'années-lumière d'épaisseur, ce qui est supérieur à la taille de l'univers observable. Mais si tu décides de vérifier cela par toi-même, tu n'arriveras pas à la plier plus de 12 fois, et il te faudra une très grande feuille de papier, disons d'un demi-kilomètre de long. Avec une feuille de papier ordinaire, tu n'arriveras qu'à 7 fois. Dans de nombreux supermarchés, tu trouveras 2 rayons pour le pain, industriel et boulangerie, et il s'agit bien de types de pain différents. La variété la plus légère, carrée et le plus souvent coupée à l'avance, s'appelle le pain de mie ou pain à sandwich. Et l'autre, eh bien c'est juste du pain.
La différence, c'est que le pain de mie est fabriqué tout spécialement pour être tartiné. Il a une texture plus résistante, ce qui permet à ta tranche de ne pas se désagréger quand tu mets, disons, du beurre de cacahuète dessus. Il est aussi plutôt mou, ce qui te permet de mordre dans ton sandwich sans que son contenu ne s'échappe par les côtés, ce qui ne serait pas très élégant en public. Enfin, le pain de mie se conserve plus longtemps que le pain ordinaire grâce aux additifs qu'il contient. Il préserve la texture du pain pendant 1 semaine environ, ce qui te permet de profiter de tes délicieux sandwichs plus longtemps, alors que le pain traditionnel est généralement rassis au bout d'un jour. Il existe un état dans lequel l'eau est à la fois bouillante et gelée. On l'appelle le point triple, et il se produit lorsque les 3 états d'une substance, liquide, solide et vapeur, existent en même temps sans se mélanger. Pour l'eau, le point triple se produit juste un peu au-dessus de la température de congélation et à une pression atmosphérique de 0,006 atmosphères. L'oiseau bleu que tu peux voir sur le logo de Twitter a un nom officiel. Il s'agit de Larry the Bird, et le créateur du réseau social l'a nommé en hommage à l'ancien basketteur de la NBA, Larry Bird, des Boston Celtics. Si tu as décidé d'économiser un peu d'argent en chargeant moins souvent ton smartphone, ceci va te décevoir. Pour charger un téléphone portable, tu utilises des quantités infimes d'électricité. Du coup, au bout d'1 année entière, tu n'auras économisé tout au plus qu'un misérable euro. Le mot Jeep est une abréviation. À l'origine, on appelait ce véhicule GP, l'acronyme anglais pour tout usage. Ce n'est que bien plus tard que ce nom est devenu une marque. Les bananes ont une forme incurvée car elles sont tournées vers le soleil et elles ne poussent pas dans des arbres mais sur une plante herbacée. Les régimes poussent vers le bas, mais le fruit se tourne de lui-même vers le soleil, ce qui lui donne cette forme si reconnaissable. Le spandex doit son nom à l'anagramme du mot expand, en français étendre ou élargir. Si tu devais regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu passerais environ 1000 ans devant ton écran. Et puis encore 1000 fois plus longtemps à cause de toutes les nouvelles vidéos qui seraient publiées entre-temps. Tu sais probablement que les tomates sont techniquement des baies, n'est-ce pas ? Eh bien les bananes, les poivrons, les pastèques et les aubergines le sont aussi. Il y a un petit symbole de pot ouvert sur tous les articles de cosmétiques. On l'appelle PAO, période après ouverture. Et il t'indique pendant combien de temps tu peux utiliser ton produit en toute sécurité après l'avoir ouvert. Le symbole est généralement accompagné d'un chiffre et de la lettre M, qui signifie mois. Assure-toi de te souvenir de la date à laquelle tu as ouvert ton produit afin de savoir quand les 3, 6, 9, 12 ou 24 mois indiqués se seront écoulés. Le jack de tes écouteurs comporte souvent plusieurs anneaux, chacun représentant des composants différents. Un anneau correspond à un son mono, 2 à un son stéréo, et le 3e signifie que tes écouteurs ont une fonction de micro intégré. Pour savoir si l'œuf que tu viens de faire bouillir est bien cuit, fais-le tourner sur une surface plane. Si ton œuf tourne régulièrement, sans immédiatement retomber, c'est qu'il est cuit. Au lieu d'utiliser de l'eau normale, les pompiers éteignent les incendies avec de l'eau mouillée. Ils y ajoutent des substances spéciales, des produits chimiques qui réduisent la tension de surface que possède l'eau ordinaire. Cela lui permet d'imprégner les objets et de se répandre partout beaucoup plus facilement. Ton rideau de douche se montre parfois un peu trop collant lorsque tu entres dans ta baignoire pour te laver. C'est à cause de l'effet rideau de douche. L'eau chaude fait baisser la pression de l'air derrière le rideau. La pression plus élevée et plus dense à l'extérieur pousse le rideau vers l'intérieur, ce qui te donne l'impression que ton rideau t'aime beaucoup. Si tu regardes de plus près un sac poubelle ordinaire, tu remarqueras probablement que sa couture est à l'envers. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Tu dois le placer au-dessus de ta poubelle comme un chapeau, puis simplement le pousser par le milieu. De cette façon, la couture se retrouvera là où elle doit être, à l'intérieur. Sur les bateaux, on place un piège anti-rongeur en forme de disque pour s'assurer qu'aucun rat ne grimpe à bord. Les rats montent généralement sur les bateaux via les cordes d'amarrage. Avec un tel piège fixé sur elles, aucun rongeur ne peut embarquer pour le voyage. Les bijoux sont souvent vendus dans de petites pochettes en velours qui ont en fait une fonction cachée. Elles les empêchent de se ternir. La plupart des détaillants assurent que dans la pochette d'origine, la bague ou le bijou vendu est à l'abri et en sécurité. Dans la plupart des supermarchés, les oranges sont généralement vendues dans des filets. Ces derniers n'ont pas vraiment de fonction cachée, mais tu peux en faire un excellent accessoire de récurage. Il suffit de le nouer et de gratter la poêle à frire très grasse qu'il te reste à nettoyer.
Tu n'as pas besoin de mettre toi-même la confiture dans le pot de yaourt. Ce type de plastique est assez flexible. Il te suffit donc de le plier et de verser la confiture directement dans la partie yaourt de l'emballage. La fonction cachée d'une ventouse est qu'elle a été conçue pour les éviers. Certes, elle fonctionne aussi pour les toilettes, mais tu peux en garder une de plus pour déboucher l'évier au cas où tu en aurais besoin. Le trou supplémentaire dans la partie supérieure du lavabo a plusieurs fonctions cachées. La première, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, le trou empêchera l'eau de déborder et la salle de bain de finir inondée. La deuxième, grâce à ce trou, l'eau est drainée plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui aide l'eau à s'écouler. La plupart des fermetures éclairs peuvent se verrouiller grâce à un système caché à l'intérieur, t'évitant des situations embarrassantes comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la poignée du zip en position haute. Lorsque tu la positionnes vers le bas, le zip se bloque automatiquement grâce à ces minuscules rainures cachées sous la poignée. Le bain moussant n'est pas seulement destiné à s'amuser ou à sentir bon, il aide aussi à réguler la température. Les bulles gardent l'eau chaude, ce qui te permet de profiter du bain un peu plus longtemps. Cependant, cela fonctionne uniquement pour les baignoires en acrylique. Celles en métal se refroidissent très vite dans tous les cas. Les brosses que l'on trouve le long des escaliers mécaniques ne sont pas faites pour garder tes chaussures propres et cirées. Ça serait difficile d'y mettre du cirage alors que l'escalator est en mouvement. Elles sont là pour notre sécurité. Ces brosses t'empêchent de t'approcher du bord afin qu'un long manteau ou un lacet ne se retrouve coincé entre les marches. Au départ, les balles de golf étaient lisses. Elles ont aujourd'hui une surface alvéolée car les joueurs ont remarqué que les balles usées et cabossées volaient mieux que les balles neuves. Les fabricants se sont donc mis à produire les balles de golf comme on les connaît aujourd'hui. Si tu prends ta boîte de papier aluminium, tu verras sur les côtés des zones sur lesquelles il est possible d'appuyer. Cela permet de maintenir le tube de papier d'aluminium droit et l'empêche de se dérouler. Il est aussi alors plus facile de déchirer la longueur désirée. Si les jerrycans ont 3 poignées, c'est pour une bonne raison. Cette astuce vient du concepteur. Quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si un ami vient t'aider, chacun d'entre vous saisira alors l'une des poignées latérales. Les 2 sorties plates que tu peux voir sur les prises standards utilisées en Amérique centrale et aux États-Unis semblent logiques. Mais qu'en est-il des trous qu'elles ont au bout ? Grâce à eux, la prise femelle maintient fermement la prise mâle pour qu'elle reste bien en place et ne tombe pas. Il est parfois agaçant de voir que tu n'as pas utilisé la totalité de ton déodorant en stick. Il en reste encore un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et insère-le dans le fond amovible avant d'appuyer. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. Il y a un numéro inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Il n'est pas là par hasard. Il indique combien de temps le produit restera utilisable après ouverture. Voilà pourquoi il est accompagné d'un symbole de bocal ouvert. Un rouleau anti-peluche est parfait pour enlever ces petits poils, mais tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, lorsque tu veux enlever la saleté des tiroirs de ton lave-vaisselle, il te suffit de prendre ton rouleau adhésif, de le passer dans chaque compartiment et toutes les miettes, la saleté et les restes de nourriture disparaîtront. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont de réels personnages historiques. Celui de pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de mode. La noblesse les utilisait comme sceaux officiels. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc, les couturières pour se prémunir des piqûres d'aiguille. Les appuie-têtes amovibles des voitures le sont avant tout pour une question de sécurité. Si tu retires celui d'un siège, tu verras 2 barres plutôt solides. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en les utilisant pour casser la vitre. La petite flèche à côté du symbole de pompe à essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location que tu ne connais pas encore très bien. Il se pourrait bien que tu n'aies jamais appris à utiliser ton shampoing correctement. Le plus important est qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur les cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse que tu produiras sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les boutons situés à l'envers d'un col de chemise servent à maintenir une cravate en place. Cependant, ces boutons ont été conçus pour les cravates fines, aujourd'hui passées de mode, transformant ces boutons en un simple élément de design. Un paquet de disques en coton est généralement muni de cordelettes qui permettent de le pendre à un crochet. Il n'est pas nécessaire de desserrer et de resserrer le paquet à chaque utilisation. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu.
Voici un mythe. Le côté rouge de la gomme est pour les crayons, tandis que le côté bleu est pour l'encre. En réalité, le côté bleu ne s'utilise que sur les types de papier plus épais. Il marche à la fois pour les crayons et pour l'encre, mais assure-toi que le papier est vraiment épais. D'ailleurs, ce côté bleu peut faire bien plus. Il peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces restes d'autocollants qui ne veulent pas enlever. La gomme peut t'aider à les faire partir, tout comme pour faire disparaître les éraflures sur du daim ou de la saleté sur tes murs. Même si elle est haute et immense, la statue de la Liberté ne reste pas toujours immobile. Lorsque le vent est assez fort, elle oscille de près de 10 cm et sa torche de près du double. Et puis les jours calmes, si tu regardes attentivement ses pieds, tu peux parfois la surprendre en train de faire une petite danse sous sa robe flottante. Non, je rigole. Tu sais, il y a plusieurs statues de la Liberté. Une réplique en bronze de sa petite sœur qui a servi de modèle pour la statue de New York se trouve dans le jardin du Luxembourg à Paris. Eh oui, on ne nous apprend pas ça à l'école, mais maintenant je le saurai. Une autre réplique à l'échelle un quart du monument emblématique se trouve sur une île de la Seine, et également à Paris. Il existe également une copie grandeur nature de la torche, recouverte de feuilles d'or à l'entrée d'un tunnel mondialement connu à Paris. De retour à New York, si tu regardes très près le visage de Lady Liberty, tu peux clairement voir que la célèbre statue a été inspirée par Elvis Presley, la pop star des années 50. Non, je plaisante. La statue de la Liberté a été conçue par Frédéric Auguste Bartholdi, 60 ans avant la naissance d'Elvis. Les gens ont des opinions différentes sur la personne qui a réellement inspiré le visage de la statue de la Liberté. Selon une théorie, son modèle était la belle Isabella Boyer. Isabella est née en 1841 dans une famille aisée de Paris. À 22 ans, elle déménage à New York pour épouser un entrepreneur américain et devient une personnalité mondaine. Sympa! La vraie histoire moins glorieuse est que Bartholdi a modelé le visage d'après celui de sa mère, qui je suppose ressemblait à Elvis. Une autre théorie suggère que Dame Liberté n'a peut-être pas été modelée d'après une femme blanche occidentale comme on le pensait. Jeune homme, Bartholdi a fait un voyage en Égypte et après avoir vu les pyramides, il a eu envie de créer des sculptures colossales. Plus âgé et ayant plus de succès, Bartholdi est retourné en Égypte pour proposer une nouvelle sculpture à l'entrée du canal de Suez. La sculpture devait s'appeler « L'Égypte apportant la lumière à l'Asie » et représenter un personnage masqué qui tenait une torche pour guider les voyageurs à travers le canal. Cette sculpture était trop chère, mais il a gardé l'idée en tête jusqu'à ce qu'une autre occasion se présente dans le port de New York. Voici à quoi ressemblait cette statue il y a 135 ans. Oui, sa couleur est très différente. C'est la même couleur que tu verrais si tu coupais un fil électrique, parce que l'extérieur entier de la statue est fait de cuivre. Environ 20 ans après son installation, elle est devenue complètement verte. C'est parce que l'air et les pluies fréquentes ont progressivement oxydé le métal, ce qu'on appelle la patine. Et ce métal est extrêmement fin. Les concepteurs auraient pu rendre ces feuilles de métal plus épaisses, mais la statue aurait alors été encore plus lourde. Et elle serait tombée sous son propre poids. Un peu plus fin, et l'oxydation et la corrosion sévère du métal auraient fait des trous dans la statue. Le sculpteur avait bien réfléchi à la construction de la statue, et il a fallu plus de 10 ans pour la réaliser. Mais tout a commencé avec ce modèle, fait d'argile. Il ne mesurait qu'1,50 m. Tu serais donc probablement plus grand que cette mini-statue de la Liberté, même avec son bras levé. Le modèle suivant a été réalisé en plâtre. En augmentant la taille, le sculpteur pouvait ajouter et affiner les détails de la statue. Par exemple, un détail que tu ne pourrais jamais voir depuis Liberty Island ou même depuis le piédestal. Ce sont les chaînes à ses chevilles. On dirait qu'elle les a jetées, symbolisant la liberté. Le modèle suivant mesurait 10 mètres, soit la longueur d'un bus scolaire. C'est environ un quart de la taille réelle de la statue. Et c'était la taille maximale que le sculpteur pouvait faire entrer dans son atelier. Le sculpteur a ensuite procédé à la création des pièces de taille réelle. La tête et la main qui tient la torche. L'autre main tenait une tablette de pierre sur laquelle étaient gravés des chiffres romains indiquant le 4 juillet 1776, date de l'indépendance américaine. Il était donc temps de construire la version finale de la Statue de la Liberté. Les constructeurs devaient d'abord fabriquer toutes les parties de la statue en plâtre. Voici sa tête. Ils ont pris des feuilles de bois parallèles les unes aux autres et les ont poussées contre le modèle. Les bords des feuilles ont ensuite été façonnés de manière à reproduire parfaitement les formes et les courbes de la statue. En d'autres termes, il s'agissait d'un moule. Ensuite, la structure en bois a été placée sur le sol et recouverte d'une feuille de cuivre de l'épaisseur d'1 centime.
Il ne restait plus qu'à façonner soigneusement la feuille de cuivre pour qu'elle épouse les courbes de la statue à l'aide de maillets en bois souple et d'une presse. La construction de la statue et du piédestal a coûté 500 000 $. Les admirateurs français ont collecté des fonds pour construire la statue et les Américains ont payé le piédestal sur lequel elle devait reposer. En monnaie d'aujourd'hui, cela représenterait plus de 10 millions de $. La statue a été achevée en France, puis expédiée en Amérique, emballée dans des centaines de caisses en bois. Plus de 200 000 Américains attendaient d'accueillir le navire qui transportait la Statue de la Liberté à son arrivée dans le port de New York. La statue a été assemblée en 4 mois sur Bedloes Island, aujourd'hui connu sous le nom de Liberty Island. Une erreur a pu être commise lors de l'assemblage de la Statue de la Liberté. En effet, lors d'une inspection en 1982, les ouvriers se sont aperçus que sa tête avait été installée de manière décentrée de 60 cm. Cela dit, parfois je me sens comme ça aussi. La flamme de la Liberté se trouve un peu plus loin sur la route, en face du célèbre tunnel de Paris. Il s'agit d'une réplique grandeur nature de la flamme du flambeau de la Statue de la Liberté, recouverte de feuilles d'or. Ce monument a été offert à la France en 1989 par des donateurs du monde entier en remerciement de la Statue de la Liberté et comme symbole de l'amitié franco-américaine. Environ 4,5 millions de personnes visitent la célèbre statue chaque année. À titre de comparaison, environ 3,75 millions de personnes visitent le London Eye chaque année. Cela fait de la Statue de la Liberté l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. Près de 100 ans après la construction de la statue, la torche de la Statue de la Liberté a fait peau neuve. En 1984, la torche originale en cuivre et en verre a été remplacée par une nouvelle torche recouverte d'une feuille d'or de 24 carats. La torche est le seul endroit qui n'est pas accessible aux visiteurs en raison des dommages qu'elle a subis précédemment, ce qui rend l'escalade dangereuse. La Statue de la Liberté mesure 45 mètres de haut. C'est comme 10 girafes assises sur le cou les unes des autres. Par rapport à la taille d'une personne, tu devrais te tenir sur les épaules de 25 de tes amis pour atteindre la torche dans sa main droite. La base et le piédestal en béton rendent la statue encore plus grande, soit 92 mètres du sol au sommet. Alors allons à l'intérieur de cette chose. Nous devons franchir les portes d'une base en forme d'étoile. Ensuite, tu as le choix. Prendre l'ascenseur jusqu'au pont d'observation ou monter les 192 marches. Vas-y en premier. Il y a des escaliers à monter pour les touristes et un autre escalier à descendre pour éviter la foule et le trafic. L'escalier t'emmène à la hauteur d'un immeuble de 6 étages jusqu'à la terrasse d'observation au sommet du piédestal. Pour atteindre la couronne de la statue, il faut se rendre au 7e étage où l'on voit un escalier en double hélice. Il passe à l'intérieur des pylônes en fer. La colonne vertébrale de la Statue de la Liberté, conçue par Gustave Eiffel, le type de la tour Eiffel. Et cet escalier est double, car il y a un côté pour monter et un autre pour descendre. Il y a aussi un espace où tu peux te reposer si tu es fatigué en montant. Ouais, je l'ai fait. Eh oui, tu en as besoin. Et tu dois réserver. En montant sur la statue, tu peux voir exactement comment les 300 feuilles de cuivre ont été fixées au cadre métallique. L'histoire de comment ils ont fait ça est fascinante. Et tu peux aussi distinguer des détails particuliers de la statue, comme les plis de la robe et même des mèches de cheveux. 354 marches parcourues, félicitations, tu as atteint le pont d'observation dans la couronne de la Statue de la Liberté. C'est assez confortable là-haut, et il y a seulement de la place pour quelques personnes. Tu peux observer le port de New York à travers 25 fenêtres en verre. Elles symbolisent les joyaux de notre planète, et il y a de puissantes lanternes derrière toi qui éclairent le verre. Elles s'allument la nuit, pour que les bateaux qui passent puissent voir la couronne de la statue briller. L'accès à la torche est interdit aux touristes, mais juste pour toi, nous allons l'ouvrir 1 minute. Pour monter là-haut, il faut descendre. Oui, jusqu'au cou de la statue. Il y a une trappe qui mène à travers un passage étroit dans le bras droit de la statue. Ensuite, tu dois monter les escaliers jusqu'au poignet, et ensuite une autre échelle te mènera à la poignée de la torche. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends 1 minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions.
Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque, rassure-toi. Ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointu à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique, puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même.
Si tu regardes de très près le visage de Lady Liberty, tu peux facilement constater que la célèbre statue a été inspirée par la star du rock des années 50, j'ai nommé Elvis Presley. Non, je plaisante. La statue de la Liberté a été conçue par Frédéric Auguste Bartholdi, 60 ans avant la naissance d'Elvis. Hey, don't be cruel! Les opinions divergent sur l'identité de la personne qui a réellement inspiré le visage de la statue de la Liberté. Selon une théorie, son modèle était la belle Isabella Boyer. Isabella est née en 1841 dans une famille aisée de Paris. À 22 ans, elle s'est installée à New York pour épouser un entrepreneur américain et elle est devenue une mondaine. Isabella a fini par rentrer chez elle à Paris où elle a rencontré le célèbre sculpteur Bartholdi. Elle avait 38 ans à l'époque et était encore une femme d'une beauté saisissante. C'est à cette époque que des rumeurs affirment qu'elle aurait servi de modèle à Bartholdi pour la conception de la Statue de la Liberté. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que Bartholdi a plutôt modelé le visage de la statue d'après une personne qui lui était beaucoup plus proche, sa propre mère, Augusta Charlotte Bartholdi. Elle était la plus jeune des 4 enfants de Charlotte. Il a entretenu une relation étroite avec sa mère tout au long de sa vie. Il serait donc logique qu'il veuille lui dédier l'une de ses œuvres les plus célèbres. Lady Liberty a été créée comme une lueur d'espoir et de force pour les immigrants arrivant sur ce nouveau territoire. Pour Bartholdi, sa propre mère représentait également ses concepts. Charlotte a élevé ses enfants en tant que mère célibataire et les a encouragés à poursuivre leurs rêves. Une autre théorie suggère que Lady Liberty ne serait pas modelée à partir d'une femme blanche occidentale comme on le pensait auparavant. Dans sa jeunesse, Bartholdi a fait un voyage en Égypte et après avoir vu les pyramides, il a eu envie de créer des sculptures colossales. Devenu plus âgé et ayant plus de succès, il est retourné en Égypte pour proposer une nouvelle sculpture à l'entrée du canal de Suez. La sculpture devait s'appeler « L'Égypte apportant la lumière à l'Asie » et représentait un personnage masqué tenant une torche pour guider les voyageurs à travers le canal. Cela te dit quelque chose ? Dans l'esquisse originale de Bartholdi, le visage du personnage masqué était modelé sur celui d'un paysan égyptien. L'argent a fini par manquer et la sculpture n'a finalement pas été commandée. Bartholdi a par la suite recyclé le dessin de cette sculpture en remplaçant l'image d'un jeune paysan par celle d'une femme d'apparence occidentale, créant ainsi la statue emblématique que nous connaissons aujourd'hui. Une autre théorie suggère que Lady Liberty pourrait même ne pas être une dame du tout. Elizabeth Mitchell, auteure et spécialiste de la Statue de la Liberté, pense que Bartholdi a modelé le visage à partir d'un membre de sa famille, mais pas de sa mère. En examinant la face de la statue, Elizabeth a remarqué que Charlotte Bartholdi avait une structure de visage légèrement différente de celle de Lady Liberty. Au début de sa carrière, Bartholdi était un sculpteur de buste réputé pour sa précision, si bien que ces légères divergences ne faisaient aucun sens. Lorsqu'Elisabeth est tombée sur des photos de Jean-Charles, le frère de Bartholdi, elle a remarqué que son visage présentait une ressemblance frappante avec celui de Lady Liberty. Un mythe populaire veut que la Statue de la Liberté soit un cadeau de la France aux États-Unis. Mais en réalité, la statue a été entièrement financée par des fonds publics par l'activiste Édouard de La Boulaye. C'était un grand admirateur de l'œuvre de Bartholdi et il a encouragé le peuple français à collecter des fonds pour la statue. Parallèlement, le public américain a rassemblé de l'argent pour payer le piédestal. Bartholdi a achevé le bras emblématique de Lady Liberty portant le flambeau des années avant de terminer le reste du projet. Le bras a ensuite été exposé à Madison Square Park pour encourager le public à faire un don pour la statue. La collecte de fonds auprès du public américain a été difficile, jusqu'à ce que l'éditeur Joseph Pulitzer intervienne. Il a lancé une campagne de collecte de dons et a promis que chaque donateur recevrait une mention d'honneur dans son célèbre journal, le New York World. Cette initiative a permis d'attirer plus de 120 000 dons et de réunir suffisamment de fonds pour achever la statue. La statue et le piédestal ont coûté ensemble 500 000 $ à construire. En monnaie d'aujourd'hui, cela représenterait plus de 10 millions de dollars. La statue a été achevée en France, puis expédiée en Amérique, divisée en plus de 300 pièces de cuivre emballées dans des caisses en bois. Plus de 200 000 Américains attendaient le navire transportant Lady Liberty pour l'accueillir à son arrivée au port de New York. La statue a été assemblée sur Bedloes Island, aujourd'hui connu sous le nom de Liberty Island. Une erreur a dû être commise lors de l'assemblage de la Statue de la Liberté. Lors d'une inspection en 1982,
Les ouvriers se sont aperçus que sa tête avait été installée à 60 cm du centre. J'ai un horrible torticolis. Pas étonnant que j'ai eu ce mal de tête toutes ces années. Lady Liberty n'a pas toujours eu cette couleur verte emblématique que nous connaissons aujourd'hui. À l'origine, la statue était constituée d'une peau en cuivre sur une armature en fer, ce qui lui donnait une couleur bronze brillante. Mais au fil des ans, le cuivre a commencé à s'oxyder, formant une couche protectrice appelée patine et créant une teinte verte vive. Il a fallu 30 ans pour que Lady Liberty devienne entièrement verte. Et nous savons tous à quel point il est difficile d'être vert, n'est-ce pas Hulk ? Si Bartholdi n'en avait fait qu'à sa tête, la Statue de la Liberté n'aurait jamais été verte, ni même en cuivre. À l'origine, l'architecte voulait que la statue soit un phare. Pour que le phare soit visible la nuit, il avait prévu d'envelopper toute la sculpture dans des feuilles d'or afin qu'elle brille au clair de lune. Cette idée a été rejetée car elle aurait été beaucoup trop coûteuse. En ce qui concerne la taille de la statue, Gustave Eiffel a aidé Bartholdi à concevoir la structure de Lady Liberty. Il s'agissait d'un célèbre ingénieur en structure qui, comme son nom l'indique, est connu pour avoir conçu la Tour Eiffel. Eiffel a en effet élaboré la charpente et les structures qui soutiennent la Statue de la Liberté. New York n'est pas la seule ville à avoir sa propre Statue de la Liberté. Une version beaucoup plus petite de cette sculpture se trouve dans le hall d'entrée du célèbre musée d'Orsay à Paris. Cette mini Lady Liberty a été réalisée par Bartholdi peu de temps après que la statue originale a été dressée pour l'Exposition universelle de Paris de 1900, une exposition universelle organisée en France pour célébrer les réalisations du siècle précédent. La flamme de la liberté se trouve un peu plus loin sur la route, en face du célèbre tunnel de Paris. Il s'agit d'une réplique grandeur nature de la flamme du flambeau de Lady Liberty, recouverte de feuilles d'or. Ce monument a été offert à la France en 1989 par des donateurs du monde entier en guise de remerciement pour la Statue de la Liberté et comme symbole de l'amitié franco-américaine. Environ 4,5 millions de personnes visitent la célèbre statue chaque année. À titre de comparaison, environ 3,75 millions de personnes visitent le London Eye chaque année. Cela fait de la Statue de la Liberté l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. Visiter Lady Liberty est aussi un bon exercice physique. Les visiteurs doivent gravir 354 marches pour atteindre la couronne. J'y suis allé, c'est vraiment cool. À l'intérieur de la couronne, il y a 25 fenêtres qui offrent une vue panoramique imprenable sur la ville de New York. Elle est également beaucoup plus petite que ce que l'on pense. Sa couronne est ornée de 7 pointes individuelles. Certains disent que ces pointes représentent les 7 océans et continents du monde, véhiculant le concept universel de liberté. D'autres pensent qu'ils représentent des rayons de soleil. Près de 100 ans après l'érection de la statue, le flambeau de Lady Liberty a été modernisé. En 1984, la torche originale en cuivre de la statue a été remplacée par une nouvelle torche recouverte de feuilles d'or 24 carats. Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il ? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé.
La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis, elle rougit elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux, en forme de tige, ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette? Bien sûr! Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou! Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson, ou l'organe véméronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais, dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau. Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine 2 mères chattes et 4 chatons. Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat.
Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones, et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous savez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu ouvres un paquet de chips et tu le trouves à moitié vide, ou à moitié plein si tu es un optimiste. C'est frustrant, je sais. Mais ce n'est pas parce que le fabricant veut se faire plus d'argent. Si les sacs étaient remplis à ras-bord, tu aurais de la poussière de chips au lieu de chips après leur transport. Une glace à la framboise est généralement bleue et non rose ou rouge, qui auraient été des choix de couleurs plus évidents. Imagine que tu prépares des sucettes glacées. Tu peux choisir le vert pour le goût de la pomme, l'ananas ou le citron serait jaune. Il y a la fraise, donc elle devrait être rouge. Cerise, eh bien, rouge encore. De la pastèque? Rouge. Et maintenant, la framboise. Ouais, rouge. Mais 4 rouges, c'est beaucoup trop. Et les gens feraient difficilement la différence. Donc, au début, les 2 parfums fraise et cerise étaient rouges, mais de différentes nuances. Celui à la pastèque était rose. Pour la framboise, ils ont utilisé un colorant rouge foncé. Puis, des scientifiques ont prouvé que ce colorant pouvait être dangereux, et il a donc été interdit. Le bleu était une autre option de couleur libre, mais il n'y a pas de fruits ou de baies bleues, à l'exception de la myrtille, et ce n'est pas une saveur très populaire. Les fabricants ont donc commencé à peindre la framboise en bleu. Parfois, ils l'appellent framboise bleue, mais c'est juste un produit de labo qui n'existe pas naturellement. Si tu achètes une montre ou si tu envoies une en photo, elle affichera très probablement 10h10 par défaut. La seule raison? C'est joli. Tu peux voir les 2 aiguilles et elles ne se chevauchent pas. De plus, c'est symétrique et agréable et cela encadre le 12. Et enfin, cela donne une forme souriante qui dégage une atmosphère positive. Les matelas présentent généralement ces motifs de couture décoratifs. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les différencier est d'inventer un motif de couture fantaisie. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent avoir exactement la même qualité, mais un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et décideront que des motifs différents signifient quelque chose en termes de qualité. Ce n'est pas le cas, alors lors de tes achats, ne te soucie pas du tout du motif. Le fromage a des trous. Dans la plupart des types, ils sont petits, mais ils peuvent aussi être énormes. Le fromage est fabriqué en ajoutant des bactéries au lait, et les trous en sont le résultat. Ces bactéries consomment de l'acide lactique et libèrent de petites bulles de gaz. Elles sont piégées dans le fromage, puis elles éclatent, formant ces petits trous. La taille des trous dépend de la température de production et de son acidité. Le fromage suisse a des trous extra larges. Il est fabriqué à une température d'environ 48,9 degrés et incubé à 21,1 degrés pendant 5 à 7 jours. Le fromage est donc très mou et les bulles sont particulièrement grosses. Toutes les pièces de monnaie ont des stries, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Au début, toutes les pièces étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à sa valeur. Ainsi, une pièce d'$1 contenait beaucoup plus d'argent qu'une pièce de 25 cents par exemple. Les bords avaient des stries pour des raisons de sécurité. Autrefois, c'était un élément de la pièce qui rendait celle-ci plus difficile à recopier. Cela empêchait aussi un autre type de fraude. Les gens enlevaient un peu de métal sur les bords des pièces. C'était assez peu pour que personne ne puisse remarquer la différence. Mais si tu le faisais sur plusieurs pièces, tu obtenais assez de métal précieux pour le vendre. Les bords striés rendaient la chose impossible. Si quelqu'un essayait de les raser, le bord devenait lisse et il était évident pour tout le monde qu'une pièce avait été trafiquée. Les pièces de 5 cents et d'1 cent n'en avaient pas parce qu'elles étaient faites d'un métal bon marché et qu'il n'y avait donc aucun intérêt à les protéger. Aujourd'hui, personne ne fabrique de pièces en argent, mais les stries sont toujours là.
Lorsque les gouvernements ont commencé à produire de nouvelles pièces, ils n'ont pas jugé utile de modifier le matériel de fabrication des pièces et ont simplement conservé les bords striés. Si tu as déjà joué au billard, tu dois bien connaître cette table verte. Ce jeu a vu le jour au XIVe siècle, soit 5 siècles avant le basketball. À l'époque, les gens n'avaient pas de table de billard. Au lieu de cela, ils y jouaient à l'extérieur, sur la pelouse verte. Plus tard, ils ont déplacé le jeu à l'intérieur pour pouvoir jouer même lorsqu'il pleut. Et ils ont gardé le vert nostalgique pour lui donner un air de pelouse. Les travailleurs du secteur médical portent généralement un uniforme de couleur bleue ou verte. Il y a une raison à cela. Avant le XXe siècle, ils portaient leurs vêtements habituels, même lorsqu'ils pratiquaient des opérations chirurgicales. Avec le développement de la médecine, les gens ont commencé à accorder plus d'attention aux questions de stérilité. Ils ont donc commencé à porter un uniforme et au début, il était blanc pour signifier la pureté. Le problème était que certaines taches étaient très difficiles à enlever de l'uniforme blanc. La couleur blanche devenait verdâtre. Il était donc logique de rendre l'uniforme vert ou bleu. En plus, les chirurgiens se concentrent surtout sur les couleurs rouges pendant leur travail. Le bleu et le vert sont exactement à l'opposé du spectre. Donc, si tout le reste est bleu verdâtre, le rouge devient encore plus distinctif. Lave tes mains avec du savon blanc ordinaire et tu verras de la mousse blanche. Lave-les avec une couleur bleu, rouge, jaune, vert ou autre, et la mousse est toujours blanche. La raison en est la lumière diffusée. Tous les rayons lumineux qui tombent sur un objet sont soit absorbés, soit réfléchis. Les objets qui absorbent toutes les couleurs apparaissent noirs. Ceux qui reflètent toutes les couleurs sont blancs. Un savon rouge est rouge parce que seule la couleur rouge est réfléchie, les autres couleurs étant absorbées. Mais une fois que tu as produit de la mousse, elle est faite de nombreuses petites bulles. Chacune d'entre elles diffuse la lumière dans différentes directions, ce qui lui donne un aspect blanc. Tu vois quelque chose quand tu te frottes les yeux? Ces couleurs et ces formes sont appelées phosphènes. La raison pour laquelle tu les vois est que lorsque tu te frottes, tu augmentes la pression dans le globe oculaire et tu actives les neurones de la rétine qui traitent les informations visuelles. Une fois qu'ils sont activés, ton cerveau interprète la situation comme si tu voyais la lumière et il essaye de la voir réellement. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des cernes sous tes yeux quand tu es fatigué? La peau sous les yeux est très fine. Les vaisseaux sanguins sont donc très proches de la surface et il est facile de voir toute différence. Lorsque tu manques de sommeil, ta peau devient plus pâle et les vaisseaux sanguins sont encore plus visibles. De sorte que tu peux voir ces cernes apparaître à travers la peau. En plus, avec l'âge, ta peau devient naturellement plus fine, c'est pourquoi les personnes âgées ont tendance à avoir des cernes. Mais si tu es jeune, essaye de dormir davantage et elles disparaîtront. Tu dis Allemagne, les Espagnols disent Allmania, et les Allemands disent Deutschland. On dirait 3 pays différents, mais il n'y en a qu'un seul. Si une personne s'appelle Olivia, elle sera plus ou moins Olivia partout. Alors, pourquoi les pays ont-ils des prénoms différents dans des langues différentes? Les pays existent depuis longtemps. À l'époque où les gens de différents pays ne pouvaient pas communiquer et parlaient des langues différentes, ils désignaient un territoire comme quand ils en parlent, sans jamais s'entendre avec les autres pays, et le nom restait. Une tribu allemande appelée Almanie vivait autrefois dans ce qui est aujourd'hui la Suisse, et je suppose que c'est la raison pour laquelle les Espagnols ont commencé à appeler le pays Allmania. Ensuite, les Allemands se sont unis et se sont appelés Deutschland. En anglais, le pronom I prend toujours la majuscule. Même les linguistes ne savent pas exactement pourquoi il en est ainsi, du moins pas encore. I vient de l'allemand ich. Au fil du temps, il a évolué de ich à ich, puis à I. Certains pensent qu'un petit I était trop insignifiant dans une phrase, et il a donc commencé à prendre la majuscule pour être plus distinctif. Si tu as déjà vu une vidéo des coulisses d'un film, tu as peut-être remarqué qu'il ferme la claquette avant chaque scène. Ce clap est d'une grande aide au stade du montage. Le film et l'audio sont enregistrés séparément, puis ils sont synchronisés. La claquette fait ce bref clap au tout début d'une scène tournée, et il est plus facile de trouver où la scène commence pour ajouter l'audio.
Une autre raison est de donner plus de détails sur la pièce filmée. Ils ajoutent des informations sur le numéro de la scène et de la prise, la date de tournage, l'angle de la caméra et d'autres éléments importants à la claquette, ce qui facilite la consultation ultérieure de centaines de pièces vidéo. Le bouton sur le dessus de ta casquette est là uniquement à des fins esthétiques. Mais savais-tu que cette petite chose a un nom? Les professionnels aux États-Unis appellent ça un squat-show. Sa fonction initiale était de maintenir ensemble les 4 pans de la casquette. Mais comme la fabrication de ces chapeaux s'est améliorée avec le temps, le bouton est devenu inutile et le squat-show a tout simplement disparu. Mais les casquettes n'étaient plus aussi jolies. Peu de temps après, le squat-show est revenu et je crois bien qu'il est là pour rester. À l'origine, les chaussures à talons hauts n'étaient pas destinées aux galas et aux bals de fin d'année. Au Xe siècle, monter à cheval était assez difficile avec des chaussures à semelles plates, et les pieds des cavaliers glissaient constamment des étriers. L'invention des talons hauts a permis de régler ce problème. On tenait bien mieux en selle grâce à eux, et puis ils ont gagné en popularité. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils deviennent ensuite un accessoire de mode à assortir aux tenues les plus élégantes. Les personnalités importantes ne voulaient plus être vues en société avec des chaussures plates. Monter à cheval avec des talons hauts était un peu comme, aujourd'hui, posséder une voiture de sport luxueuse. Au début, les talons étaient surtout portés par des hommes, mais les dames ont adopté cette mode emblématique dès le XVIIe siècle. Depuis, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire en matière de style vestimentaire. Dans la Rome antique, le sel était si précieux que les gens lui donnaient même le nom d'or blanc. Avec la chaleur torride qui régnait et surtout l'absence de réfrigérateur, son but était de conserver les aliments, principalement la viande et le poisson. En prime, il rendait toutes ces choses beaucoup plus savoureuses. Sal, qui signifie sel en latin, était également utilisé en remplacement de l'argent pour payer les travailleurs. Et c'est de là que viendrait le mot salaire. Le riz est le plus ancien aliment cultivé de l'histoire de l'humanité. Il s'agissait, il y a environ 15 000 ans, d'une herbe sauvage originaire d'une petite vallée d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on le sert dans le monde entier comme aliment de base et 3,5 milliards de personnes en mangent régulièrement. Il est difficile d'imaginer un monde sans ces appels vidéo que tu passes grâce à la caméra de ton téléphone ou de ton ordinateur. Cette technologie a permis des innovations qui ont changé nos vies, comme le travail à domicile. Pourtant, au départ, les appels vidéo n'étaient pas du tout destinés à l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Cette technologie a été introduite pour savoir s'il restait encore du café dans la cafetière. En 1993, des chercheurs de l'université de Cambridge, frustrés de toujours trouver que leur cafetière était vide au moment où ils voulaient faire une pause café, ont décidé de trouver une solution. Ils ont donc inventé un dispositif de surveillance des cafetières en branchant une caméra qui transmettait une image en temps réel à leurs ordinateurs. Grâce à ces chercheurs, nous pouvons désormais travailler en pyjama. Nous connaissons plusieurs des découvertes d'Albert Einstein, mais il y a quelque chose dont tu n'as sans doute pas entendu parler. Avec l'un de ses élèves, il a inventé un réfrigérateur modifié. Il n'a rien à voir avec ceux que nous utilisons. Dans les années 20, les réfrigérateurs n'étaient pas très sûrs, car ils produisaient des gaz toxiques. Il voulait créer une version moins dangereuse, qui ne nécessiterait pas d'électricité, sans pièces mobiles, et qui n'aurait besoin que d'une source de chaleur pour fonctionner. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à réunir les fonds nécessaires et le projet est tombé à l'eau. Dans les années 1950, les réfrigérateurs électriques sont devenus populaires. Mais en 2008, des ingénieurs de l'université d'Oxford ont décidé de jeter un second coup d'œil à cette invention. Ils travaillent encore dessus, mais une fois qu'ils auront terminé, le réfrigérateur Einstein sera d'une grande utilité dans les zones rurales sans électricité et pour ceux qui veulent vivre loin de tout. Le modèle de clavier QWERTY, répandu dans de nombreux pays, n'est pas des plus faciles à utiliser. Dans les années 1870, Christopher Scholz a inventé un clavier agencé de manière à ce que la frappe soit 2 fois plus rapide. Mais en plaçant les lettres les plus couramment utilisées les unes à côté des autres, la frappe s'est avérée un peu trop rapide et les machines se bloquaient constamment. Il a donc développé le modèle QWERTY. Cela obligeait les dactylos à taper plus lentement. Elles devaient d'abord chercher la lettre, puis la taper avec leur index. Ce clavier est toujours en usage aujourd'hui et les gens s'y sont habitués. L'extrémité en plastique de ton lacet s'appelle un aglet et on l'utilise depuis la Rome antique. Bien sûr, il n'y avait pas de plastique à l'époque. Alors, ces aglets étaient fabriqués en pierre, en verre ou en métal. Les gens les plus riches pouvaient, s'ils le souhaitaient, décorer leurs chaussures avec des métaux précieux comme le laiton ou l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la télévision ou la télécommande ? Eh bien, sache que la technologie qui permet le fonctionnement des télécommandes est plus ancienne de plusieurs décennies. En 1898, Nikola Tesla a créé une machine permettant de contrôler des appareils à distance à l'aide d'ondes radio. Et pour vendre son invention, il a fabriqué un modèle de bateau télécommandé.
mais il n'a réussi à intéresser personne. Il était en avance sur son temps. On a finalement commencé à utiliser les télécommandes pour les téléviseurs en 1956. L'ingénieur Percy Spencer a accidentellement inventé quelque chose de génial en 1945. Il travaillait sur un nouveau tube à vide, le magnétron, qui devait être utilisé sur des systèmes radars. Alors qu'il travaillait sur son projet, il a constaté que le chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. S'apercevant que le magnétron avait la capacité de chauffer les aliments, il a fait un essai avec du maïs et il a obtenu des pop-corn. Il a ensuite essayé de le tester avec des œufs, mais là les choses ne se sont pas très bien passées. Alors, il a construit une boîte métallique et le premier four à micro-ondes a vu le jour. En 1733, un duc anglais a demandé à William Kent, un architecte, de lui fabriquer un moyen de transport pour ses enfants. William a construit la toute première poussette, mais personne n'était censé la pousser. Sans poignée, elle ressemblait à un chariot et était tirée par une chèvre ou un petit poney. Un tout petit nombre de ces poussettes a été fabriqué à l'époque, car elles étaient coûteuses. Plus de 100 ans plus tard, en 1848, la première poussette avec des poignées a été inventée et mise sur le marché à un prix abordable. On associe souvent, à cause des films, les policiers et les beignets. Et il y a en fait une raison à cela. Dans les années 1950, aux États-Unis, les agents qui travaillaient de nuit avaient souvent du mal à trouver un endroit ouvert pour se payer une petite collation de minuit. À cette époque, les magasins de beignets étaient des entreprises familiales. Ils travaillaient dur toute la nuit, fabriquant des beignets frais pour les vendre le lendemain. Et comme ces magasins étaient souvent victimes de braquages, une relation qui perdure encore s'est alors créée. Les policiers avaient quelque chose de délicieux à se mettre sous la dent et les fabricants de beignets se sentaient en sécurité pendant la nuit. Faire éclater du papier bulle est vraiment une activité relaxante. Et bien sûr, ce matériau est également très utile pour protéger les objets fragiles. En 1957, deux ingénieurs se sont amusés à coller ensemble deux rideaux de douche en emprisonnant les bulles d'air entre les deux surfaces. C'est ainsi que le premier papier bulle a été fabriqué. Mais ce qu'ils cherchaient à inventer, c'était un papier peint d'un nouveau type. Malheureusement, leur produit n'a eu aucun succès sur le marché. Quelque temps plus tard, ils ont essayé de le vendre comme isolant pour les serres. Et une fois de plus, ils ont échoué. Tout a changé en 1960 quand IBM a commencé à expédier des pièces d'ordinateur très fragiles. Le papier bulle était parfait et il collabore encore à ce jour. On utilise aujourd'hui des applis de cartes disponibles sur nos téléphones pour s'orienter, mais autrefois, nous n'avions pas d'autre choix que d'utiliser des cartes en papier. Et la concurrence dans cette industrie était féroce, à tel point que les cartographes dessinaient des agglomérations fantômes pour éviter que leurs rivaux ne copient leurs cartes. On appelait ces fausses villes des pièges à droit d'auteur. Cependant, l'une de ces villes est devenue réelle. Aglo, dans l'état de New York, a été inventé comme piège par General Drafting Co. Peu après, un autre cartographe a inscrit cette ville sur sa propre carte sans se douter qu'il se ferait prendre. Mais lors du procès, on a découvert qu'en 1950, une épicerie s'était installée à cet endroit. Et son propriétaire, supposant qu'Aglo existait réellement, a décidé de donner ce nom à son magasin. Du coup, il n'y avait plus de violation de droit d'auteur, car, techniquement, la ville d'Aglo était bel et bien réelle. En 1943, Vesta Stout, originaire de l'Illinois, travaillait à la consolidation des colis. Elle n'aimait pas beaucoup le ruban adhésif en papier, car il se désagrégeait rapidement lorsqu'il était mouillé. Elle demanda donc à son patron d'essayer de fabriquer un ruban adhésif imperméable. Mais sa proposition fut rejetée. Cependant, elle décida d'écrire une lettre au président Roosevelt en lui décrivant son idée pour fabriquer un meilleur ruban adhésif. Non seulement elle lui expliqua son concept, mais elle lui fournit également des dessins détaillés. Il approuva l'idée et ordonna qu'on impose le nouveau ruban dans les services postaux. Il était si utile pour le transport de marchandises que tout le monde en voulait, et on commença à le vendre dans toutes les quincailleries. Dans les années 50, les gens commencèrent également à s'en servir pour réparer leurs conduits de ventilation. Et même si l'adhésif utilisé n'est adapté ni au froid ni au chaud, le ruban se détache facilement. On continue encore aujourd'hui d'utiliser ce type de ruban adhésif pour un grand nombre de petites réparations.